Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Femina, votre émission féminine qui parle des femmes, des grandes dames d'Afrique. Et aujourd'hui, justement, on va encore recevoir l'une d'entre elles. Elle s'appelle Chelem Bazogo. Elle travaille dans la communication et elle est aussi, en l'occurrence, présidente de Zoé Action qui milite pour la lutte contre la drépanocytose. J'espère que je n'ai pas ni écorché votre nom, ni écorché votre fonction aussi. Bonjour Chelem. Bonjour. Bienvenue à Femina. Merci beaucoup. S'il y a des choses à rajouter, vous pouvez le dire aussi. Juste que je suis mère d'enfants et je suis dévouée pour les œuvres, pour les autres. Donc je me donne toujours entièrement et puis voilà. Alors, Chelem, ensemble, vous vous dévouez pour les autres. Vous allez nous raconter cette belle petite histoire en rapport avec le monde, la communauté, la population, peut-être les femmes. On va d'abord commencer par savoir quels sont les goûts musicaux de Chelem. Oh, je suis un peu de tout, mais je suis depuis quelques années, j'écoute énormément de gospel. Mais je suis une fanatique, on va dire, de Beyoncé, comme tout le monde. Hein. Tout le monde est passé par Beyoncé et tout ça, Brandy. Et voilà, j'aime beaucoup la R&B, mais je suis beaucoup à fond dans le gospel. Depuis quelques années, vous écoutez le gospel. Pourquoi depuis quelques années? Parce qu'on remarque que les femmes, lorsque vous la voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous les femmes, lorsque vous tombez amoureuses, on vous voit, ça écoute des zouks, mais dès qu'il y a déception sentimentale ou je ne sais pas, dans la vie, on se met à écouter Jésus et... Ah non, déjà, moi, j'aime pas les zouks. D'accord. Bon, je danse pas le zouk. Façon de dire. Oui, je comprends. J'aime pas le zouk, je danse pas ça. Je sais pas, j'arrive pas à kiffer le truc, comme disent les jeunes. J'arrive pas à rentrer dans l'esprit où il faut être sensuel. J'arrive pas du tout. Je suis plutôt... Le gospel, c'est parce que depuis ma tendre enfance, je suis très portée sur la religion. Mais vraiment, les déceptions, qu'elles soient là ou pas, mon pilier, c'est Dieu. Donc... Au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on se positionne, on ne veut pas vraiment être dispersé. On se concentre dans ce qu'on veut. Et souvent, les titres gospel nous permettent de transcender, on va dire. Donc c'est un peu par rapport à ça que moi, j'écoute plus le gospel. Moi, j'ai envie de transcender avec vous. Un titre. On va écouter du Souffle de Dena Moana. D'accord. Donc ensemble, on va transcender avec le titre Souffle de Dena Moana et on vous revient juste après. Alors, Chelem, vous avez dit vous êtes dans la communication. Vous faites quoi exactement? Je suis responsable communication à la télédiffusion du Gabon, au ministère de la Communication. Donc, les prérogatives, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Il faut chercher, il faut vendre la direction, il faut parler de ce que l'on fait, du domaine particulier, de tout ce qu'on fait. Il faut également aller sur le terrain, il faut assister. C'est un peu comme vous, on va dire. Et quel est votre parcours? Lorsque vous êtes allé à l'école, après les études universitaires, vous saviez déjà que vous vouliez faire de la communication? Depuis l'âge de 6 ans, je savais que je devais faire communication. Pourquoi? À cause de votre jolie taille? Non, pas du tout. Avec mon père, il était à l'armée de l'air. Et très souvent, quand il allait en mission et qu'il revenait, j'avais souvent ce petit jeu avec lui. Je jouais aux billes sur son ventre, parce que mon père, il a un ventre tout rond. Donc, je jouais aux billes sur son ventre. Et puis, tu vois, tu fais le truc comme ça. Et après, je lui disais, papa, moi, quand je serai grande... Et puis, il me disait, bon, à cause par rapport à ma santé, il me disait, c'est pas évident, mais tu seras grande, tu seras une grande journaliste. J'ai dit, non, je vais te lire le journal, mais je vais pas faire le journalisme. Il me dit, tu sais faire la différence déjà? Je dis oui, mais moi je ne veux pas parler comme ça. J'avais 6 ans et demi. Et j'avais appris à lire avec l'Union. Donc je prenais l'Union. Quand il rentre de mission, je suis la première à l'accueillir. Après je commence à lire et puis il est là, il me regarde. Il dit il est content. Et puis j'ai vraiment une fusion particulière avec mon père. Je savais déjà depuis cet âge-là que je serais dans la communication. Mais j'avais également une passion, c'est la santé. Je voulais faire médecine par rapport à mon vécu, à toutes les personnes qui sont passées, qui sont à trépas.
Donc je voulais vraiment trouver des solutions à mon niveau, mais je trouvais les études trop longues. Je me demandais comment les médecins font pour faire 7 ans, pour connaître le corps humain, etc. Je trouvais ça trop long, donc je me suis cantonnée sur le parcours de la communication. Et en continuant, en faisant la langue, parce que j'ai fait une année de langue, en faisant la langue de l'anglais, il y avait des choses qui me revenaient toujours à l'esprit. Le corps humain, il faut le connaître et tout. Après, j'ai dit non, si je fais pas santé, là je suis en train de finir l'école, bon c'est pas grave. Je vais voir. Et puis le déclic est arrivé avec Zoé. Donc pour moi, c'est comme si je faisais les deux en même temps. C'est comme si je faisais médecine et mon métier que j'exerce actuellement. Comme on le disait à l'entame de l'émission, vous êtes dans le social. D'où vous vient ce côté altruiste? Parce que moi, j'ai connu une Shelley qui, lorsqu'elle regarde le statut de quelqu'un, elle va vous dire « Je vois ça. Est-ce que tu sais que tu devrais faire ceci? Je vais prier pour toi. » Quelqu'un qui a un grand cœur, en fait. Bon, en fait, ça, c'est mon côté spirit, on va dire. C'est mon côté spirituel. Comme je vous le dis, ma vie, elle est basée sur Christ. Et en aucun cas, je ne pourrais faire autre chose que cela. Mon côté altruiste, c'est mon expérience, c'est mon vécu. Je suis née drépanocytaire, SS, et thalassémique. C'est des maladies du sang. Mais je ne suis pas drépanocytaire. Je ne me le considère pas et je ne vis pas comme une drépanocytaire. Donc, c'est quelque chose dans l'enfance, les années antérieures, c'était... Vous savez, les gens, ils sont prompts à juger. Pourquoi est-ce que l'enfant est comme ça? Pourquoi l'enfant de la dame est comme ça? L'enfant est jaune. C'est vraiment des trucs... il faut vraiment abroger cela dans notre quotidien. Le jugement par le physique. Parce qu'on a vu quelqu'un bien habillé, on se dit qu'il est bien, alors qu'il y a peut-être anguille sous roche, comme on dit. Et c'est cette expérience que j'ai eue à l'HPO, à l'hôpital pédiatrique d'Ovendo, qui est maintenant un CHU. Cette expérience, c'était que les médecins qui nous ont poussés, qui nous ont aidés, ils étaient dévoués. En fait, moi, j'ai vécu la médecine où les gens sont dévoués, parce que je vois actuellement. Où tu viens à la clinique, on te fait juste on appelle ça les paramètres, prendre la température. Non, moi j'ai vécu où le médecin, tu es en consultation, tu as l'impression qu'il sent ce que tu lui dis comme mal. Et au fond de moi, je me disais comment je veux faire. Moi j'étais timide, hein, je vous dis au départ, moi j'étais très timide. Avec les décès de mes frères, mes parents qui n'étaient pas très rassurés parce que je faisais énormément de crises. Dans l'année, je pouvais aller à l'école 4 mois, voire 3 mois. Donc, à un moment donné, on prenait même ma valise, on me laissait ça à la pédiatrie parce qu'on se disait, bon, si elle sort, elle va encore être hospitalisée. En laissant la valise au moins là-bas. Donc, j'ai plus eu d'affinité avec les gens qui sont à l'hôpital que dans le quotidien. Et quand je sortais de l'hôpital, mes voisins, mes amis voisins avec qui j'ai grandi, bon, au départ, on commence à jouer. Après, si elle tombe là, on va dire que c'est moi. Donc, c'était souvent le petit truc, mais... Après, vous vous dites que c'est bien que je sois passée par là, c'est une expérience pour moi. Ça fait de moi quelqu'un de différent pour les autres, mais pour moi, je ne le suis pas. Je suis comme vous tous et je le marque par ma personnalité, je le marque par cette action où je veux partager mon expérience en disant aux autres que ce n'est pas parce que vous êtes né malade. Ça n'a rien à y voir avec la drépanocytose. Je conseille même les personnes qui ont le cancer, ma mère, elle est diabétique par exemple. Elle, quand elle a su qu'elle était diabétique, elle avait aussi une leucémie. Donc, elle était un peu celle-là qui, oui, à cause des enfants, vous voyez la maman qui râle un petit peu, qui se demande comment elle va faire après. Mais je lui disais, mais t'es la femme la plus battante, c'est pas possible. Comment tu vas te prendre la tête, maman? Voilà, tu as le diabète et alors? Ça, c'est du tout, tu as le diabète et tu vas pas partir. Tu vas être là jusqu'à ce que je me marie, je fais des enfants. Et puis, vous savez, même l'expérience même de mes enfants, les gens ils m'ont dit ah, « je ne ferai pas d'enfant, ce sera difficile, donc mieux je ne fais pas d'enfant ». C'est souvent ce qu'on conseille, hein, même en Europe quand je vais, on conseille la plupart des drépas de ne pas avoir d'enfant. C'est aberrant. Mais en fait, c'est pas qu'on ne peut pas avoir d'enfant, c'est qu'on a peur par rapport au fait que le corps est tellement habitué à souffrir. Donc on a peur d'infliger une autre souffrance parce que la grossesse, c'est
c'est l'étape où on est entre la joie et le bonheur parce qu'on a les changements du corps. Voilà, on est entre la vie et la mort quand on va pousser. Donc la plupart des personnes qui passent soit par césarienne ou par voie normale, c'est vraiment délicat. Et infliger ça à quelqu'un qui a passé sa vie à être malade, c'est difficile. Mais moi, mes expériences, je les prends toujours avec beaucoup de joie. Mes enfants, quand je les ai accueillis, ma fille, j'étais tellement fière, je me mettais toujours des hauts sautés et tout ça. On me disait, mais non, mais tu es malade. Mais je le faisais avec joie. Mon fils, c'est pareil. Je suis allée accoucher, mon fils, rien qu'avec ma fille, je n'ai pas averti mes parents parce que je voulais simplement que cette expérience soit propre à moi. La première fois, c'était avec mes parents, mes beaux-parents. Cette fois-ci, j'ai dit, c'est moi. Je veux sentir, ressentir tout ce que ça fait. Et voilà, c'est toutes ces choses qui sont combinées, qui font que tu ne veux pas que les autres souffrent. Tu ne veux pas que l'autre t'appelle pour te dire « j'ai mal au genou, j'ai la crise qui me fait ça, qu'est-ce que je prends? Mais qu'est-ce que vous avez pris ?» Sur ma page, les messages qui sont envoyés, c'est les gens qui ont besoin de connaître. Ils pensent qu'en fait que tu as un secret. Je n'ai pas un secret. Nous, aujourd'hui, on a du mal. Du coup, on va commencer par le look vestimentaire de Shelley. Quelle est la tenue flashy, la plus waouh lorsque Shelley veut... Quand monsieur est dans les parages et puis Shelley se dit « moi, je vais lui mettre plein la vue ». Oula, c'est un petit secret que l'on donne à huis clos. Mais bon, on va donner le petit secret. Je suis très glamour et sexy. Malgré le fait que je sois une femme chrétienne, mais je suis très glamour et sexy. C'est-à-dire la tenue, waouh, c'est le noir. J'affectionne beaucoup le noir. C'est une tenue noire, soit une robe ou un tailleur noir. Quand je vais le porter, je vais l'accessoiriser à ma manière. Et lorsqu'il va regarder, bon, la suite. On devine. Alors, que pensez-vous de la nouvelle tendance africaine aujourd'hui, les jeunes qui veulent revenir aux sources? Toutes les jeunes en ce moment, toutes les jeunes femmes, soit elles sont coiffées comme des Africaines, ce qui n'était pas le cas avant. Souvent, elles aimaient être en occidentale, prête à porter. Mais aujourd'hui, franchement, c'est comme si on voulait à tout prix valoriser le wax, le pagne, la coiffure africaine aussi, valoriser notre identité culturelle. C'est tout simple. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est de l'Afrique que normalement toutes ces us et coutumes sont nées. Moi, je l'affirme hein, et j'assume ce que je dis. Vous voyez les grandes stars actuellement, vous allez voir Beyoncé, vous allez voir Kelly Rowland. Elles veulent maintenant revenir, comme vous dites, faire des coiffures et des clips et des tenues qui sont purement africains. L'Africain, l'Africaine, c'est la chose la plus originale. Nous sommes particuliers. Et cette identité, en fait, jeune femme, on ne sait pas vraiment comment nous différencier. Lorsqu'on arrive au travail, tu vas voir quelqu'un, il a un tailleur, l'autre, il veut essayer d'être comme l'Occident, mais l'Occident veut être comme nous. N'est-ce pas? L'Occident veut être comme nous. Vous arrivez là-bas, les femmes blanches, elles mettent des cabas, elles font des tresses, elles font des nattes et tout ça. Même au niveau des chaussures et tout, c'est toujours un petit peu à l'africaine. Mais nous, on veut aller là-bas. Moi, je suis quelqu'un... Est-ce que ce n'est pas parce qu'on aime arborer ce qui vient d'ailleurs? Parce que, comme vous le dites, lorsqu'on va en Occident, on remarque que les femmes africaines, elles aiment porter ce qui vient de l'Occident. Et on va voir que la femme occidentale, par contre, elle veut arborer la tenue africaine. Vous savez, la mode, elle est complexe. Hein. C'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui... C'est comme une routine. Le style d'avant, ma mère, elle aimait par exemple les tresses que vous faites. Maman, elle aimait beaucoup ça. Moi aussi, à une époque, je me rasais sur le côté. J'avais fait ça. Oui, je l'avais fait, j'avais rasé tout un côté comme ça et j'avais laissé les cheveux ici, je faisais des nattes et tout ça, mais les gens n'avaient pas perçu le truc, les gens se disaient ah ouais, ça c'est les junkies, ouais ça c'est la jeunesse, mais non, c'est chacun qui se sent dans sa manière de s'affirmer, c'est ton identité que tu veux marquer. Quel est ton vécu? Si tu as senti que ce matin je veux me mettre en prêt-à-porter, mais tu le mets. Tu dis, bon, demain, ah non, ce soir, je vais me mettre avec un joli tailleur africain wax. Tu vas le porter naturellement, sans te prendre la tête. Et le tissu africain est quelque chose à la portée de tout le monde. Hein.
Vous trouvez des tissus au marché à 2500. Dans d'autres pays, vous les trouvez à 1500. Au Gabon, c'est 2500. Le wax africain, nous sommes de belles femmes. Lorsqu'une femme porte, par exemple, Lily Création ou Yeye Création, vous allez voir que la valeur, elle est différente. Vous allez porter du LB Design, c'est par exemple une femme, une Gabonaise, hein, qui fait dans le mix, elle fait du tissu africain, et qu'elle mixe avec de l'occidental. C'est extraordinaire parce que tu expliques par exemple que moi je suis une femme sexy, je voudrais mettre ça, je voudrais que mon petit côté femme d'affaires aussi ressort. Le styliste, lorsqu'il va ressortir toute votre personnalité au travers d'un tissu. Alors, que pensez-vous de ces jeunes femmes qui se décapent la peau? Que pensez-vous de la dépigmentation? Bon, dépigmentation, c'est un sujet complexe parce que moi, déjà, mes collègues et mon voisinage, mon entourage aiment toujours me taquiner. Ah, mais toi, tu mets pas de crème. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je m'hydrate autrement, mais en fait, le problème, c'est que ici... Ils vous disent que vous ne mettez pas de crème. Pourquoi vous... Parce qu'en fait, j'ai toujours ce petit truc où on a l'impression qu'on voit des traces blanches et tout. Comme si vous veniez de vous laver. Voilà. En fait, c'est simplement parce que, bon, j'ai pas le temps de m'huiler, je trouve ça long. Je trouve ça super long. Ah, c'est vrai, donc vous ne mettez pas de crème? Oh, oui, je mets pas de crème. J'ai des soins que je fais. D'accord. Mais les crèmes, en fait, le gras ne passe pas avec moi. Subitement, je vais transpirer, c'est les boutons, c'est les éruptions cutanées, c'est pas aisé. Il faut prendre soin de soi. Donc, les femmes qui se dépigmentent, le problème, c'est déjà de vouloir ressembler à. Lorsque tu ne sais pas quelle est ton identité, tu te cherches. Tu vas tester tous les produits qui vont être portés sous la main. On va te dire c'est maintenant 72 heures. On va te dire c'est Civic. Oh non, il y a tel qui fait la pommade. Tu vas courir parce que tu cherches d'abord. C'est pas dans le besoin de s'embellir? Non, la première chose, c'est d'abord ça. Le besoin de s'identifier. Parce que quand on parle de dépigmentation, c'est déjà péjoratif. On quitte d'une peau naturelle à une certaine couleur. Lorsqu'on veut s'embellir, c'est qu'on ne dépigmente plus. On prend des crèmes, même s'il y a de l'hydroquinone, on prend des crèmes qui nous permettent d'embellir ou alors de ressortir notre teint. Parce que souvent, le soleil, la mélanine, bon, ça ne fait pas bon train. Et nous les Noirs, on ne connaît pas la crème solaire. Alors qu'on devrait aussi mettre des crèmes solaires. Shelley, c'est quel genre de femme? Femme d'intérieur, working girl? Notre entrée, franchement, chers téléspectateurs, elle a été chaotique. J'ose pas vous dire. Elle est arrivée avec son sac, elle sort du boulot, elle est sortie depuis le matin. Alors, est-ce que cette Shelley, cette dame qui court toujours 100 à l'heure, lorsque Chérie est à la maison, est-ce que Chérie peut espérer manger un bon plat de... Déjà, c'est quoi votre plat africain, vous êtes gabonaise, préféré? Question avec impatience. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est ma recette personnelle, c'est épinards, poisson fumé, concombre, arachide. Oh là là, pas un seul plat, hein? Oh là là, mais c'est une tuerie de la mort. Mélanger? C'est une tuerie de la mort. Vous avez dit épinards. Donc vous prenez une botte d'épinards, d'accord? Vous prenez un ou deux poissons fumés. Pour agrémenter, vous prenez aussi des crevettes séchées, d'accord? Le concombre, voilà, vous le prenez. Pas le concombre, le fruit, pas la courge. Celle qui avait déjà été, vous voyez un peu à l'africaine de nos mamans, là. Oui. Voilà. Vous prenez peut-être un pot qui peut faire l'équivalent de 2000, 3000. Voilà. Vous le prenez et vous ajoutez de l'arachide, la pâte d'arachide. Donc, Shelley, on peut dire qu'elle est femme d'intérieur. Oui. À mes heures perdues maintenant. Depuis un moment, à mes heures perdues. Parce que... Mais Shelley est toujours en train de courir 100 à l'heure. Ça, je ne sais pas comment m'arrêter. C'est-à-dire que quand je stagne, je m'énerve et la personne qui sait le mieux me calmer, c'est mon fils. C'est vraiment un amour, cet enfant. Il sent déjà que là, je vais m'énerver contre sa sœur. Il me regarde déjà comme... Après, il fait « Mais maman, non, on ne fait pas ça, Chloé. » Et puis tout de suite, je m'arrête. Alors, après, bon... C'est peut-être la passion, en fait. Je fais les choses avec passion.
Je ne fais pas les choses à moitié ou dans le sens que j'ai besoin d'une reconnaissance. Je le fais parce que il y a tellement de choses à faire. Je n'attends pas l'État. Je me dis, si je peux balayer ma cour, je le fais. Je ne suis pas une femme parfaite, hein. J'ai mes couacs, j'ai aussi mes responsabilités que j'essaye d'honorer le mieux que je peux. Et la chose la plus marquante que j'essaye au quotidien, c'est d'être juste avec moi-même et juste avec mon prochain. Parce que lorsque j'essaye de faire, on va dire, de figer un visage, d'essayer de faire semblant, je ne suis plus moi. J'ai l'impression de décaler, j'ai l'impression d'essayer de vous ressembler. Ça ne me ressemble pas. Dans mes amitiés, elles pensent que je suis un peu difficile. Des fois, elles craquent, mais après, elles me comprennent. Après, elles comprennent qu'en fait, c'est ça, l'essence même de l'amour et de l'amitié, c'est de rester authentique. Il faut être authentique, il faut être vrai. Même dans le travail, quand je n'ai pas quelque chose à faire au bureau, je ne sais pas. Et comment ça se passe? En couple, je suis celle-là qui donne trop. Le mot énormément est petit, je dis trop, je donne trop. Et après, je me prends souvent des baffes, hein, comme tout le monde. J'essaye de... Et après, c'est quelqu'un qui me comprend. C'est quelqu'un qui me comprend. Il essaye d'imposer sa manière d'être. C'est pas facile. Vous savez, quand vous êtes électron libre, vous vivez ici, lui, il vit à l'extérieur. Après, vous vous revoyez. Après, c'est souvent difficile, mais c'est quelqu'un qui m'épaule dans tout ce que je fais. Ça n'a pas été facile au début, parce que quand vous sortez d'une relation qui n'a pas vraiment été et que vous avez misé, c'est-à-dire que vous avez tout fait pour que la personne soit à la place que vous sentez qu'elle doit être, et que par un vent ou on ne sait pas trop quoi, ça ne marche plus, vous vous séparez en bon terme. Vous essayez, hein, en bon terme. Mais bon, les gens, ils ne veulent jamais se séparer en bon terme. Ils veulent toujours venir grignoter. Moi, je veux toujours rester la copine, la potesse. Ils veulent toujours venir grignoter. Non, est-ce que tu as du temps pour... Mais non, ton temps que je t'ai consacré est terminé. Ouais. Les femmes, mesdames, ne permettez pas à quelqu'un qui vous a fait du mal de revenir ou de devenir ami. Potesse, pote. Non. Juste bonjour, ça va? Comment? Bonjour, ça va. Respectons-nous. Oui. Les mesures barrières. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'amitié avec un homme, la ligne est très étroite. À n'importe quel moment, vous basculez. Alors, Shelley, justement, on est en train de parler de cet aspect, ce côté intime de Shelley. Comment est-ce que vous les aimez lorsque vous marchez? On a parlé de votre look vestimentaire. Et quel est le look vestimentaire masculin qui vous fait flasher? J'ai pas au début, quand j'étais plus jeune, on va dire à mon adolescence, parce que ça fait quelques jours, j'ai pris 1 an de plus. Merci, merci. Alors, j'avais des critères. Je veux les plaquettes de chocolat, je veux qu'ils soient grands, je veux qu'ils soient robustes. Après, je suis passée à, je veux qu'ils soient nounours. Non. Et maintenant, je vous dis, l'homme que j'ai, c'est son cœur qui m'a plu. Physiquement, il est attrayant. Il est super attrayant, il est waouh. Mais c'est son cœur qui m'a plu. Parce que moi, je suis pas facile. Je suis la dernière de mes parents. J'ai eu un passé où ah non, elle est malade. Vous voyez un peu? Et puis vous avez aussi des enfants. Vous êtes seule, maman seule. Après, vous vous mettez avec quelqu'un. Donc tout ça. Vous êtes la dernière. Oui. On est maintenant en compagne. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui, mon côté spirituel. Et le quotidien, il n'arrivait pas à faire le juste milieu, à concilier, voilà. Et un jour, il a fini par comprendre que, en fait, je ne peux pas être avec cette femme sans cette partie chrétienne d'elle. Si soit c'est ça, soit c'est rien. Shelley, quel genre d'amoureuse? Je suis envahissante. Ah d'accord. Parce que je suis super câline. Alors, on veut aussi se faire envahir par une autre musique de Shelley qui va nous mettre, qui va nous donner des idées de joie, de fête. On veut être bien. Vous la lancez encore, la musique? La deuxième titre? C'est Wambo Lombo. J'aime bien Angélique Kidjo.
Ça, c'est souvent quand je fais mes exercices. Parce que quand je sens que là, j'ai pris un peu de ventre. Allez, on met ça. Oh, mais ça, c'est moi. Elle va me complexer tout au long de l'émission. Pour le moment, avant qu'on ne se chamaille encore, vous regardez Wombo Lombo et nous, on vous revient juste après. Mesdames et messieurs, on est maintenant dans notre troisième partie de notre émission Féminin. On va passer à la question au féminin et notre thème aujourd'hui, on va parler des préjugés entre femmes. Alors Shelley, on va revenir encore un peu à ton enfance, à ton parcours de femme, à ton parcours de femme en tant qu'amoureuse, amie. Vous êtes passée par beaucoup d'étapes, notamment votre maladie. Quelle a été, vous avez déjà parlé justement du regard de la société sur vous. Comment est-ce que vous viviez cela? Très mal. C'était, mais ça m'a forgé, hein. Ça m'a forgé un caractère et je l'ai vécu très mal. Mais alors là, mais la catastrophe, hein. Je l'ai vécu très mal parce que à ce moment, j'avais perdu mon frère aîné. Bon, c'est vrai, quand j'ai perdu mon frère cadet, je ne savais pas, j'étais petite, mais mon frère aîné, je l'avais perdu et puis ça avait, on voyait un peu le truc dans les familles où les familles sont soudées, les week-ends vous êtes tous ensemble, vous passez tout. Vraiment, j'ai grandi dans ce style de famille et le décès de mon frère a éclaté la famille, on va dire. Il avait quel âge, si je peux le voir? Il avait 12 ans et demi, moi j'avais 8 ans et demi. Donc il est mort de la drépanocytose, il a fait une crise et puis les nerfs ont pété et puis l'infirmière qui s'occupait de nous à l'HPO est venue nuitamment nous l'annoncer. Et puis voilà, il y a eu tellement de préjugés, il y a eu des ouï-dire, il y a eu des choses. Moi j'étais gamine, c'est vrai, mais je ne comprenais pas le truc, je ne comprenais pas ce qui se passait parce qu'il n'y avait jamais eu de décès, on n'avait jamais vécu une perte en fait. Et le décès de mon frère a affecté toute la famille. C'est là où il y a des choses que je n'avais jamais entendues de ma vie, je les ai entendues. À un âge aussi, Oui, c'était vraiment... mes parents se sont séparés parce qu'on avait dit pas mal de choses. Et l'amour de mes parents était très fragile. Au lieu qu'on nous encadre, il y a eu des choses qui se sont dites que mes parents se sont séparés. J'ai dû aller d'abord avec ma mère, après j'étais avec mon père, après j'étais avec mon oncle. Ce qui fait que j'ai des fusions avec certaines de mes cousines. Vous nous voyez, vous allez penser qu'on est du même ventre. Mais ça a été, après le regard à l'école, on ne sait plus. Parce qu'on a perdu les amis, on a perdu nos repères, on a perdu pas mal de choses. Les oncles chuchotent dans les chambres, l'enfant, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle prend, là, elle va prendre quoi. C'est vraiment, vous grandissez avec ça, et puis, bon, ben, vous ne connaissez pas si vous allez voir demain. Mais ce qui m'a un peu fait tilt, on va dire, c'est les préjugés avec mes grossesses. Les préjugés avec mes grossesses. Déjà, j'aimerais savoir votre... je ne parlerai pas de parcours, je parlerai de votre vie amoureuse. Lorsque ça a commencé et que votre petit copain s'est rendu peut-être compte, ou bien vous lui avez dit que je ne suivrai pas, comment est-ce qu'il a pris? Bon, le papa de ma fille elle a 17 ans, son papa il connaissait parce que c'était, on va dire, on a gardé de bons rapports, sa femme et tout ça. C'est quelqu'un qui était là, mais en fait, moi ce que je redoutais avec lui, c'est j'avais l'impression que j'étais chosifiée, c'est-à-dire que le fait que je sois malade, c'est pour ça qu'il est là. Je voulais pas de la pitié des gens. Je n'ai jamais voulu de la pitié et je ne veux pas de la pitié des gens. Vous voyez, je me porte bien. C'est parce que j'ai basé, comme je vous dis, je me porte bien, c'est parce que, vous savez, vous vous mettez dans la tête que si vous êtes là, c'est une grâce. Moi, j'ai vu des gens mourir, partir comme ça. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai de particulier? Rien que ça vous permet de descendre et de dire, même si quelqu'un vient, il claque tout l'argent du monde pour moi, je sais d'où je viens. Et quand je dis je sais d'où je viens, ça n'a rien à y voir avec l'argent ou que j'étais dans un taudis. Non, mes parents étaient d'une famille assez modeste, mais bien quand même. Et j'ai eu des cousins, des oncles qui étaient présents, mais vraiment présents. Mais c'est dans le petit côté où on a pitié de toi, on veut te regarder, que bon,
Dans ma langue maternelle, hein, on dit aïe-assienne. Ça veut dire que celle qui peut partir du jour au lendemain. Tu es trop fragile, en fait. C'est ainsi qu'on vous appelait? Oui. C'était le petit nom que certains me donnaient et ça me frustrait. Mais alors là, j'étais hystérique. Hystérique et vous savez, le stress cause les crises vaso-occlusives. Hein. Ça, les gens, ils ne savent pas. Donc, donc c'était vraiment ça. Et puis, bon, c'est surtout le côté... Dans la vie amoureuse, le père de mon fils, je faisais plus de crise. Donc, pourquoi le lui dire? Je n'ai pas trouvé important, je n'ai pas jugé important de lui dire parce que je vous le dis, je ne le suis plus. Mais dans votre vie amoureuse, est-ce que vous avez vécu une anecdote du genre où vous sentiez que peut-être vous étiez déjà attaché à la personne et puis qu'elle veuille se retirer de vous parce qu'il vous voit comme une charge? Non. Tous les petits flirts que j'ai eus, parce que vous savez, quand on est adolescente, on a des petits flirts et tout sans pour autant coucher. C'était des personnes qui m'adulaient. C'est des gens, jusqu'aujourd'hui, quand on se voit, oh mon Dieu, la femme la plus canon, la fille la plus canon. C'était souvent ça. Et c'est des gars qui, bon, c'est des messieurs aujourd'hui, ils sont mariés, je m'entends bien. Moi, je m'entends toujours bien avec les femmes de ces personnes-là. Et oui, moi, je suis quelqu'un de très simple. Hein. C'est fini, on ne va pas se prendre la tête. Donc, moi, mon expérience, en fait, je n'ai pas eu des gens qui m'ont rejeté sentimentalement. Mais c'était au niveau de mes études. Mes études primaires, mes études secondaires et la première année à l'université. Mais alors là, je le ressentais dans le regard des gens. Je le ressentais dans... C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas être ami avec toi. Tu vois, il y a des gestes qui te montrent que bon... Mais ça, c'est un comportement beaucoup plus propre aux femmes. Oui, le jugement. Le jugement, c'était beaucoup plus avec les femmes, oui. Beaucoup, énormément avec les femmes. Je l'ai mal vécu, je vous dis. Je l'ai très mal vécu. En amitié, aujourd'hui, nous sommes des sœurs. Elles sont fières de moi. Coucou à Oriane, parce qu'il y a une avec qui j'ai commencé depuis le C2. On est amis jusqu'aujourd'hui. Je suis la marraine d'un de ses fils. Elle a couché chez moi. Mais c'était au début... Quand on était là-bas au C2, elle ne voulait pas me sentir. Hein. Elle ne voulait pas du tout me sentir. C'était quand on dit encore que elle est encore tombée parce que je faisais des crises où je tombe en fait. C'est-à-dire que je perds l'équilibre et puis je suis, vous voyez, un peu comme paralysée. Je le faisais. Et vraiment, c'était les professeurs, les maîtres qui venaient là. Et j'avais aussi un ami dans l'enfance. Lui, c'est mon héros. Lui, c'est mon fan. Il me soutient à fond dans tout ce que je fais dans l'association, dans mon quotidien. Il est là. Vraiment, c'est... Je sais pas. Il a peut-être perçu plus petite, parce que j'étais plus petite que lui, mais il était plus âgé et plus robuste. Lui fait dans la muscu. C'était quelqu'un qui, quand il me voit tomber, quand les autres sont en train de rire, lui ne riait pas. Mais le fait de voir les autres rire, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi moi je suis malade? Et je vous assure que c'est pas que physiquement, hein, pas que la peau, pas que les yeux. C'était tout le corps. Mon ventre, il était comme ça. Ma tête, vous voyez un peu comme les diplodos. Je ne sais pas si vous avez regardé le dessin animé. C'était mon... Voilà. Les yeux sont comme des crevasses ici. Et puis c'est tout rentré là. J'étais comme... Et pourtant je mangeais... Mais je ne mangeais pas vraiment tout ce qui est nourriture salée. J'aimais beaucoup les sucrés. Et avant qu'on ne découvre qu'en fait, j'ai aussi la thalassémie. C'est aussi une tare du sang, en fait. Donc, un manque extrême du sang. Moi, il fallait me transfuser dans le mois 4, 5, 6 fois. Hein. C'était vraiment pénible pour mes parents. Vraiment pénible. Et moi-même, moralement, c'est-à-dire que tu commences à jouer avec les autres. Il suffit d'une petite coupure. Je peux faire 1 semaine pour que la petite rayure se ferme. Dieu merci, je n'ai pas de traces sur mon corps. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la femme, c'est quand même un tard de la société? Oui, les femmes sont... C'est les complexes, moi je dis. Ce sont des complexes. Parce qu'il y a des gens qui sont bien portants, ils n'ont jamais connu la maladie. Ils n'ont jamais été hospitalisés. Ils ne savent pas ce que c'est d'être transfusés. Ils ne savent pas ce que c'est d'avoir des grossesses difficiles, d'avoir... vous voyez,
Mais après, c'est pas comme ils ont un boulot, ils ont des... Bon. Ça ne dépend pas de nous en plus. Non, en fait, voilà, ça dépend pas de vous. Mais il y a des gens qui ont tout, mais dans toi qui pensais à ne n'avoir rien, c'est dans ton rien là que la personne te jalouse. Ma chérie, il y a quoi? Tu sais pas. Toi, tu grandis avec l'esprit que, ah, je n'ai pas ça. Parce qu'avant, on nous disait qu'on ne peut pas, vous voyez par exemple, il y a du soleil, on ne peut pas quitter de température chaude à directement froid. Il faut laisser le temps au corps de prendre la température ambiante. Mais nous, on ne comprenait pas. Tu as fini de courir avec les amis, vous savez, vous avez joué au sable et tout ça, ou tu as joué aux billes avec les autres, tu as couru avec les chiens. Et puis quand tu vas directement à la douche, bam, tu fais la crise. On ne connaissait pas, on est gamin, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ce que le regard là, la manière dont les gens vous prennent, tu te demandes que, mais pourquoi ils me regardent comme ça? Je suis comme toi. Ah non, toi tu vois le geste que les filles aiment faire là, genre, tu sais, ça fait rien. Tu vois, c'est ça qui fait que je n'ai pas une meilleure amie, j'ai des amis. J'ai des amis. Je n'ai pas celle-là qui partage mon quotidien tous les jours, qui connaît tous mes trucs. Non. Moi, je connais beaucoup de trucs de toutes les filles. Je ne vous dirai plus. J'en parle pas par rapport aussi à mon ministère. Mais je suis quelqu'un qui... J'ai pas besoin d'étaler la vie de l'autre pour qu'est-ce que je prouve, qu'est-ce que j'ai approuvé. Moi, je suis quelqu'un de... Tu viens, tu me dis toute ta vie. Je parle là, si c'est le fauteuil là, je parle avec... Ah, mais tiens, elle est venue. Et puis ça s'arrête là. Pour moi, ça s'arrête là. Bon, maintenant, si toi, je suis venue te poser un problème ou un conseil, tu le prends, tu vas le dire à autrui. Et autrui le dit à autrui qui va... Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Et c'est ça la société. Les gens sont dans les préjugés, sont dans le vouloir montrer qu'on est ci, on est ça, alors qu'on est... On est nous-mêmes, soyons nous-mêmes et les choses iront mieux. Donc, moi, j'ai vraiment eu un problème avec les femmes. J'avais beaucoup d'amis garçons. Bon, vous savez, les garçons, ils sont pas regardants dans tout ça. C'est des gens simples. Donc, c'est des gens simples. Comment se porte Zoé Action aujourd'hui? Bah, Zoé va bien. C'est vraiment dommage seulement qu'avec Covid-19, on ne peut pas faire ce que je voulais faire en deuxième partie. Parce que l'année dernière, quand j'avais eu la subvention, la première partie était de vulgariser la campagne au niveau de l'estuaire, c'est-à-dire au niveau de Libreville d'abord. Et la deuxième partie était d'aller dans les provinces, aller dans les familles, dans les différents hôpitaux que j'ai visités avant même de connaître, de savoir qu'un jour, je vais mettre Zoé sur pied. Parce que bon... Les gens, ils veulent juste les conseils, ils ne veulent pas autre chose. Après, quand tu vas dire non, il faut faire ça, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que tu leur donnes des recettes mirobolantes. Prends la feuille là, prends le caillou là, la mélange avec le sable, ça va faire ça. Mais quand tu dis à quelqu'un, ça a un coût aussi. Ça a un coût de faire des conseils, ça a un coût de faire le suivi avec les gens. Les gens, ils ne veulent pas. Tout doit être gratuit, mais non, tout n'est pas gratuit. Donc, Zoé se porte bien. C'est vrai que Covid est là. Mais bon, ça va. Pour ceux qui ne savent pas, une petite épilogue de cette belle histoire de Zoé Action. Zoé Action est née officiellement l'année dernière avec la vulgarisation d'une campagne de masse sponsorisée par la CLAM GS, on va dire. Zoé est née l'année dernière, sponsorisée par une boîte de la place. Et Zoé a fait une campagne de masse où la campagne était de demander aux gens d'aller se faire enrôler et puis d'avoir une carte qui permettait plus ou moins des possibilités au niveau des médicaments et tout ça. Donc Zoé se porte bien. Ça a été une expérience très enrichissante parce que plus qu'au quotidien, plus que dans mon vécu, je suis repartie dans certains hôpitaux où j'ai été hospitalisée, petite, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et on vous a revu en pleine forme aujourd'hui? On m'a revu en pleine forme, j'ai vu des mamans pleurer, j'ai vu des médecins pleurer. Et moi, j'ai pleuré quand j'ai vu les malades. Parce que je me suis retrouvée il y a un petit qui me ressemblait, alors là, on dirait moi. Il avait le ventre comme ça, il avait la tête comme ça, les petits bras. Et sa maman était en train de lui donner quelque chose qu'on ne doit pas donner. Elle donnait des gâteaux, machin, parce que faute de moyens.
Et quand je suis arrivée, le médecin a présenté, il était fier, il a dit voilà, vous voyez, quand on vous dit suivez le traitement, est chaud. Et la maman, elle m'a appelée, je suis allée à côté, j'ai salué son fils et tout. J'ai voulu retenir mes larmes, je n'arrivais pas. Après, le fils me dit, vous aussi vous êtes DREPA? À cet instant, je lui dis oui. Mais sinon, moi, je ne dis pas aux gens que je suis DREPA. Je lui dis oui. Vous êtes DREPA? Vous êtes comme moi? Vous avez aussi mal au mal? Alors là, on a pleuré. C'était waouh. C'était quelque chose, c'est moi. Je ne me sens pas autre que dans vouloir aider les autres. Je ne me sens pas autre dans ça. On va s'enjailler un peu. Vous allez lancer le 3e clip et on va revenir pour la clôture de l'émission. Non, les dépenses. Ça là. Alors on va aller regarder les dépenses dans le titre ça là. On ne partira pas sans titiller un peu notre invitée du jour. Je le disais, elle s'appelle Chelem Bazogo et elle est au ministère de la Communication. Elle est aussi présidente de Zoé Action qui milite pour la lutte contre la drépanocytose. Quelle est votre plus grande joie dans la vie? Mes enfants. Votre plus grande douleur dans la vie? Ma plus grande douleur, c'est d'avoir perdu mon frère. Parce que j'étais très fusionnelle aussi avec mon frère. Et c'est toujours un manque. Des fois, enfin, je parle plus avec lui parce que maintenant j'ai le Seigneur. Mais quand j'étais plus petite, des fois je parlais avec l'invisible et puis je disais son nom. Votre couleur préférée? C'est le noir et c'est le rouge et c'est le bleu. J'ai pas de couleur préférée. Votre dernier geste amoureux? Non, c'était l'anniversaire de monsieur, je lui ai fait un cadeau, voilà. En 3 mots, si on pouvait définir Chelem. Chelem, je suis une femme croyante, je suis une mère et je suis amoureuse de la vie. Un mot à l'égard des hommes africains. Un mot à l'égard des hommes? Si vous leur reprochez quelque chose. Non, j'ai pas vraiment de reproche, juste peut-être un petit boost. Soutenez vos femmes, soutenez les femmes qui sont jeunes femmes ou femmes d'un certain âge, soutenez les femmes. Parce que vous ne pouvez pas tout faire sans nous. Vous pouvez avoir toutes les idées du monde. Il y a toujours une petite particularité que la femme va vous apporter. Et c'est cette particularité qui fera le tout dans ce que vous voulez faire. Et un mot à l'égard de la femme africaine. Les femmes, réveillez-vous. Ne dormez pas sur vos lauriers. Réveillez-vous, mesdames. Réveillez-vous. Il suffit d'un rien et tout a basculé. Mais il suffit aussi d'un peu de poigne et vous changez le quotidien de quelqu'un. En commençant par changer le vôtre. Alors, c'est Label Radio et Télévision qui vous a tendu le micro aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas, Label est une chaîne panafricaine et internationale. Un dernier mot à l'égard quand même de Label. Label est une chaîne prometteuse. Vraiment, il y a de l'avenir avec Label. Il faut juste vraiment vous donner toute la force que vous avez en vous. Parce que ça se voit que Label est une chaîne qui peut faire plus. Ça se voit. Mais bon, on est au Gabon, on a peut-être des préjugés ou alors on essaye de voir ce que ça va donner. Non, donnez-vous à fond. Peut-être que cette émission demain va porter plus de téléspectateurs comme Touche pas à mon poste. Mais il suffit simplement de vous donner ce qu'il faut. Il faut donner de la joie, il faut retransmettre ce que vous, Label, vous êtes. C'est carrément tout un nom, hein. Label. Vous devez porter même votre nom. Donc, c'est un petit peu le conseil que moi, je peux vous donner. C'est sur ce dernier mot de Chelem Bazogo que moi aussi, je viens remercier les téléspectateurs, surtout les téléspectatrices de Label Radio et Télévision, surtout de votre émission Femina qui va clôturer juste pour aujourd'hui, en espérant vous retrouver plus nombreux pour un autre numéro. Portez-vous bien et on va se dire au revoir sur un dernier titre que Chelem Bazogo va lancer. Bon, on va prendre Chiza de Chanel, les Kogo. Un coucou à Chanel aussi. Un coucou à Chanel, à nous revoir très bientôt. Bye.